Oui, oui, les savoirs, les personnages, les imaginaires, ça, je vais converger en partie, sans doute, et j'en suis ravi. Alors simplement, mon corpus est celui du roman policier, de un ou deux romans policiers. Je prendrai un exemple et puis on verra si au cours de la discussion je peux caser le second, mais c'est pas un objectif, une téléologie en soi. Et oui, mon paradigme de référence, ce serait l'anthropologie. Voilà. Alors, trois, quatre remarques avant de petits exercices sur Borges, et puis peut-être plus tard sur Agatha Christie, un cadavre dans la bibliothèque, mais on verra. Alors, trois, quatre remarques. Pour dire que quand on parle de romans policiers, évidemment, il est question de vie et de mort. Vous voyez, j'ai pas fait le déplacement pour rien. Hein. Mais du point de vue de l'anthropologie, on dira plutôt, évidemment, les vivants et les morts. Et du point de vue de l'anthropologie culturelle un peu concrète, les relations entre les vivants et les morts. Les liens entre les vifs et les morts et les liens entre les morts et les vifs. C'est cette interaction-là, enfin, ce double échange-là qui est potentiellement structurant du sémiodrame, enfin bon, de l'intrigue policière, de sa lecture. Bon, ça c'est le premier point. Quitte à me répéter par rapport à mercredi, dans Triste Tropique, il y a un chapitre qui s'intitule Les vivants et les morts. Et c'est vraiment un chapitre de référence, il y a beaucoup d'autres choses, mais pour comprendre de quoi il s'agit, quand on se pose les problèmes des relations entre les vivants et les morts, en anthropologie, dans la vie religieuse, dans les systèmes symboliques, etc. Alors, le deuxième point, c'est une approche un peu latérale, si vous voulez, un peu oblique, un peu décalée, comme toi. Et il se trouve que, je vous passe l'anecdote, mais je me suis intéressé particulièrement, depuis quelques mois, aux cadavres. Pas à la mort. Enfin, la mort, le roman policier m'intéresse, mais les morts, c'est mieux. Et le cadavre. Le cadavre. Alors souvent, il y a des milliers, des centaines de milliers de romans policiers, évidemment, mais souvent le cadavre ou le mort, il est mort, mais pas forcément enterré. Voilà, on sait qu'il y a un mort ou plusieurs morts, mais après leur destin post-mortem, ça dépend des sous-genres policiers, mais enfin, dans ce que j'ai étudié, un microscopique corpus, on en parle, on les laisse là, ils ne sont pas enterrés. Et l'autre point plus intéressant d'anthropologie, si vous voulez, c'est que je me suis dit soudain, j'ai fait le rapprochement entre l'anthropologie historique telle que la pratique par exemple Jean-Pierre Vernant, l'individu, la mort, l'amour, et le chapitre 2 qui s'intitule La belle mort et le cadavre outragé. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, un crime, un cadavre mort dans un roman policier, c'est par définition, c'est pas une mort naturelle, ni surnaturelle. Ouais, le religieux, le sacré est assez tabou dans le roman, c'est ce que j'ai regardé. C'est le type même de la mauvaise mort, qui fait des mauvais morts. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la mauvaise mort ? J'ai identifié avec Vernant et puis en réfléchissant et même en travaillant, la littérature permet, ou les actualités tragiques, le Bataclan ou autre, de dégager au moins 8 critères de la mauvaise mort qui font les mauvais morts, c'est-à-dire des morts qui n'ont pas eu droit à un rite de passage complet. Bon. La mauvaise mort, c'est la mort, je vais aller assez vite, solitaire, subie, soudaine, violente, injuste,
prématuré, déshumanisé, au sens où les corps sont abîmés, hein, que ce soit dans Edgar Poe, Bataclan ou ici, c'est ce qu'on va dire, et déritualisé, dans l'avant, dans la préparation, dans l'agonie et dans l'après. Bon. Donc voilà, je me suis dit qu'au fond, les cadavres des romans policiers, c'était des relevés de la mauvaise mort et faisaient donc des mauvais morts. Alors on n'est pas dans l'Antiquité, mais ça peut être quand même un paradigme là, enfin, cartographie peut-être intéressante pour explorer des imaginaires du texte, en creux, en relief, explicite ou pas. Bon, enfin, voilà, je suis parti sur cette idée-là, qu'on était dans une configuration anthropologique ancienne, mais qui retentit dans le présent. Ces morts qui ont été brutalisés, anonymisés, qui n'ont pas eu droit au rite, enfin, etc. Bon, donc c'est quelque chose qui ne me paraît pas hors de notre actualité anthropologique. Bon. Troisième remarque, je me suis dit finalement, alors j'ai surtout travaillé sur Conan Doyle et sur Agatha Christie, puis là, on va faire ça aujourd'hui sur Borges. Au fond, le personnel romanesque, les personnages romanesques se distribuent, c'est assez banal ce que je vais dire, mais en deux types. Il y a les enquêteurs et ce que j'appelle les quêteurs. Les enquêteurs, c'est le personnel judiciaire, c'est le personnel médical, c'est le personnel journalistique qui sont priés d'être froids, neutres, objectifs, rationnels, positifs, cliniques, qui représentent l'ordre public, qui cherchent les enchaînements logiques, les causalités concrètes, les observations factuelles, la raison éclairée, l'empirie et la preuve. Bon. Donc ça, c'est les enquêteurs. Ils sont souvent au plus loin du pathos, ils sont imperturbables, etc. Bon, c'est des raisons raisonnantes qui travaillent pour l'ordre public et à reconstituer l'enchaînement des faits. Je dirais qu'ils sont du côté de l'anthropométrique. Bon, pour faire là, Nicolas fait l'artiste, moi je fais un peu l'artisan, hein, le bûcheron, là, mais bon, voilà, comme ça. Alors, il y a les quêteurs. Souvent, ce n'est pas les mêmes. C'est les personnages qui accompagnent, qui sont témoins, les personnages qui ont apparemment un second rôle, qui sont au second plan, mais qui sont quand même là. Bon, il y a les quêteurs. Puis, il y a évidemment le lecteur, c'est un quêteur. Il quête des signes, il quête des intersignes, il quête des intrasignes. Bon, il suit aussi l'enquête. Bon, mais ce n'est pas la même chose. Les quêteurs, ils s'interrogent. Ils se questionnent, autrement dit, ils investissent de l'imaginaire. Ils investissent du pathos, ils investissent du mythos, ils investissent du privé, ils investissent peut-être des désordres intimes. Hein. Au fond, il y a des personnages, si c'était stricto sensu, l'enquête comme sur un PV policier, on n'a pas besoin de savoir ce qu'a dit la voisine, ce qu'a rêvé la personne qui a découvert le cadavre 3 jours avant, on n'a pas besoin. Bon, or on l'a. Donc cet univers des signes, il n'est pas constitué que de l'enquête, il y a aussi un autre univers qui coexiste, qui est celui des quêteurs. Et je dirais que les quêteurs, ils sont du côté de l'anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de morts. Il y a la mort ou les morts biologiques, il y a la mort ou les morts symboliques, et il y a la mort ou les morts imaginaires. Il y a un imaginaire de la mort. Il y a une symbolique au sens des rites. Hein, quand je dis la mort biologique, bon, c'est le cadavre. La mort symbolique, c'est le rite. La mort imaginaire, ça, c'est le travail qui se fait dans l'interdit du texte et de sa lecture. Alors, il faut le prouver, évidemment, mais bon, alors c'est peut-être pas spécifique au roman policier, mais apparemment, le roman policier fait un peu effet de loupe, si vous voulez. Quatrième remarque, c'est que s'il y a des... Et encore j'ai simplifié parce qu'il y a d'autres figures, mais
enquêteur-quêteur. Je dirais que les gratifications du lecteur sont donc doubles, potentiellement. Ce que tu as dit, en fait, participer à la logique cognitive de l'enquête, qui est intéressant, mais enfin, il ne faut pas en surajouter, on ne se passionne pas pour les enchaînements hypothético-déductifs d'un roman policier. Bon, on sait qu'on est perdant, on sait que forcément ça sera pour du sexe, pour du pouvoir, pour de l'argent. Bon, c'est quand même pas ça le trip absolu. Ça fait même écran sans doute, ou prétexte, ou contre-texte à ce qui peut s'investir. Donc c'est la participation à la logique cognitive de l'enquête et la double gratification, encore je schématise sans doute, c'est l'investissement dans les cosmologies des personnages ou dans les schèmes culturels qui sont mis en scène, justement. Autrement dit, un drame peut en cacher un autre, etc., etc. Alors c'est là où je convergeais déjà, c'est pas diplomatique, hein, avec Nicolas Xanthos et sa conclusion d'empreinte au récit, considérer que les univers romanesques remettent nos savoirs en question. Oui, effectivement, je suis tout à fait sur cette ligne-là. Défaire la coupure saussurienne, c'est un peu en désordre ce que je vous dis moi, défaire la coupure saussurienne, page 362, entre linguistique interne et linguistique externe, oui. Investir d'autres lieux textuels souvent négligés, oui, cadavre par exemple. Et la conclusion, il y a cette, pour aller vite, cette phrase qui m'intéresse beaucoup aussi, rien n'est plus ardu qu'une anthropologie du quotidien. Oui, comme dit notre ami Wittgenstein, l'homme est un animal cérémoniel. Alors, couillon, c'est compliqué le cérémoniel. Hein, le cérémoniel, c'est compliqué. Bon. Donc, il faut s'armer avec les travaux de Jean-François Chassé, de Bouveresse, de Bonoli, oui, je cite, hein, de Nicolas Xanthos, pour construire, au-delà des concepts ordinaires, des reconfigurations conceptuelles qui permettent d'approcher cette fiction qui peut définir des nouvelles façons de voir et de comprendre la réalité et la prise en compte du travail du lecteur. Bon. Alors, voilà, ceci dit, qu'est-ce qu'un sémiodrame ? Alors, le sémiodrame, c'est ce qui m'empêche de dormir depuis 3 jours, parce que moi, je suis tout sauf un sémioticien, etc. C'est un bricolage intellectuel ou conceptuel pour dire que le récit comme sémiodrame, ça veut dire qu'il y a évidemment du suspense narratif dans un récit, qu'il y a de la tension cognitive dans un récit, mais qu'il y a aussi de l'interrogation anthropologique autour de cet univers complexe des signes qui est un récit et un récit policier. Alors j'ai bidouillé ce mot de sémiodrame à l'image de mimodrame, psychodrame, sociodrame, etc., que je définis comme ça. La propriété sémiotique d'un récit de présenter simultanément plusieurs logiques interprétatives concurrentielles. C'est-à-dire qu'il y a une scénographie, évidemment, des univers de signes, qu'il y a une dramatisation de ces univers, que dans le roman policier, c'est un drame au sens d'une tragédie, bien entendu. Et j'ai éprouvé le besoin un peu de travailler avec ce mot-là, parce que contre-texte, ça me plaisait moins. Ça, c'est la psychanalyse textuelle, c'est très bien, mais c'est pas tout à fait synonyme. Le sous-texte ou le subtexte rifataire comme matrice narrative, plus ou moins dispatchée, c'est bien, ça, je m'en sers beaucoup, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. C'est presque le co-discours, finalement, ou le co-texte. Bon. Mais l'idée, c'est que c'est simultané et concurrentiel. Alors ça allait plus ou moins, ça allait de façon très différente. Vous allez peut-être me dire, mais c'est tout récit qui est fabriqué là-dessus. C'est possible. Enfin, ça va être souvent dans le roman policier
la conjonction dramatisée d'une rationalité indiciaire et d'un imaginaire syntagmatique qui est connecté, mais qui vient en contrepoint, si vous voulez, en contre-culture. C'est difficile, je n'ai pas les termes. Je viens ici pour revenir avec d'autres outils dans ma mallette. Bon. Alors tout ça, c'était un peu introductif, mais pour situer l'ambition ou l'enjeu ou le propos, j'aimerais qu'on regarde maintenant. On en a fait 14, je ne sais pas s'il va y en avoir assez. On peut les partager. Oui, on peut partager. Voilà. Je vous propose, si ça va, de plonger. Donc j'avais prévu 2 exemples, mais sans vouloir être trop déceptif, on en fera qu'un, et assez rapidement, mais après c'est le propos, c'est le but du travail. De travailler sur un récit, un conte policier, comme dit Borges, La mort et la boussole, que j'ai mis un peu en opus incertum, là, avec un recto verso, comme sémiodrame culturel. Et puis j'avais prévu, mais on verra ultérieurement, Agatha Christie, un cadavre dans la bibliothèque comme sémiodrame existentiel. Et là ça me... j'ai été très attentif à ce que tu disais, Nicolas. Bon. Alors, je vais résumer, et puis on va se promener un petit peu. Je vais déployer un peu mon propos, mais en le suggérant simplement. J'en ai pour 10 minutes. Ça va. Dans La mort et la boussole de Borges, il y a 3 personnages principaux. Il y a le commissaire Treviranus, il y a le détective Lönnrot, Eric Lönnrot, émule d'Auguste Dupin, Edgar Poe, etc. Et puis il y a une sorte de chef de bande, de bandit d'honneur, de bandit des faubourgs, qui s'appelle Red Scarlack. Enfin, il a plusieurs noms, il a 4 ou 5 noms, il a des masques. Bon. Et alors, Treviranus, le commissaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'établissement des faits concrets. Ce qui l'intéresse, c'est qui a tué. Qui a tué. C'est pas qui est tué, il s'en moque complètement. C'est qui a tué. C'est donc, lui, c'est du côté de l'établissement des faits pour l'établissement de l'ordre public, la justice, etc. Bon, il fait cela. Ensuite, on a Lönnrot, qui est l'enquêteur, détective, et lui, ce qui l'intéresse, ce qui va le passionner d'ailleurs, c'est comment on a tué. Pas du tout la victime. Ça ne l'intéresse pas, ou les victimes. Pas tellement ça qui l'intéresse, c'est les processus logiques qui ont amené au crime. Bon, c'est ça qui l'intéresse, de reconstruire. Hein. Et le bandit, Red Scarlack, lui, c'est un chef de bande, et il va avoir l'arme au poing, il va s'en servir, mais je le qualifie de l'agent du crime. C'est pas un criminel. C'est un tueur, mais c'est pas un criminel. C'est l'agent du crime. C'est-à-dire que ce qui va l'intéresser là, dans le texte, et nous, et lui, c'est... il va expliquer d'ailleurs, ça sera la fin du texte, il y aura 3-4 pages là-dessus, c'est un texte court, pourquoi j'ai tué. C'est le pourquoi j'ai tué. Au nom de quoi, au nom de quelle valeur, au nom de quelle logique culturelle j'ai tué. J'étais le bras armé de qui ou de quoi. C'est ça l'affaire qui va se jouer. Et donc il y a des effets évidemment sur la conduite de la narration et sur la lecture.
Alors, vous allez voir, il ne faut pas trop me faire confiance, mais ça peut quand même aller assez vite. On va quand même lire, pas tout, hein, mais le premier paragraphe pour que vous ayez le texte, qui a été extrêmement commenté, fort bien commenté, mais pas de façon totalement satisfaisante. De nombreux problèmes, c'est incipit, qui exercèrent la téméraire perspicacité de Lonrod. Aucun ne fut aussi étrange, aussi rigoureusement étrange, dirons-nous, que la série périodique de meurtres qui culminèrent dans la propriété de Triste-le-Roi, parmi l'interminable odeur des eucalyptus. Il est vrai qu'Éric Lonrod ne réussit pas à empêcher le dernier crime, il y en a 4, mais il est indiscutable qu'il avait prévu. Il ne devina pas non plus l'identité du malheureux assassin de Yarmolenski, la première victime, mais il devina la secrète morphologie de la sombre série et la participation, voilà, de notre bandit, Red Scarlac, dont le second surnom est Scarlac le Dandy. Et c'est là où il faut sortir le stabilo. Ce criminel, c'est le narrateur qui parle, parenthèse, comme tant d'autres, avait juré sur son honneur la mort de Lonrod, mais celui-ci ne s'était jamais laissé intimider. Lonrod se croyait un pur raisonneur, un Auguste Dupin, mais il y avait en lui un peu de l'aventurier et même du joueur. Alors, la critique, lorsqu'elle ne s'intéresse pas à l'anthropologie des cultures, dit vengeance. Vengeance. Vengeance à propos de... on a pu empêcher le dernier crime. En fait, dans le texte, je l'ai là, mais bon, on ne va pas le regarder de près, c'est en espagnol une affaire de sang. Pas pareil de dire un crime ou une affaire de sang. C'est pas pour critiquer, mais ce qui demande la traduction, mais c'est une affaire de sang. Donc c'est un crime de sang, bien sûr. Mais plus évidemment, c'est un crime d'honneur. C'est écrit. Hein? Ce criminel, comme tant d'autres, donc il fait partie d'une communauté, effectivement, et d'une histoire, où il y a des crimes qui relèvent de la culture de l'honneur, des sociétés à honneur, des communautés à honneur, qui ont le sens de l'honneur, qui ont le sens de l'outrage, qui ont le sens de l'affront et de l'humiliation, qui fonctionnent à l'honneur. Alors vous me voyez venir, on va avoir une espèce de conflit, y compris qui va être entretenu évidemment par le texte et qui se résoudra de certaine façon à la fin, entre les sociétés à honneur et les sociétés à juridiction telles que nous les connaissons. C'est-à-dire les sociétés que la loi officielle, la loi centrale, la loi urbaine, va désigner comme des hors-la-loi. Mais ces hors-la-loi ne sont hors-la-loi que par rapport à la loi de référence. Eux, ils ont au contraire des impératifs d'honneur. Ils se doivent de laver l'honneur. Alors de quoi s'agit-il ? On ne peut pas le voir là. Dans une altercation avec la police, lui et son frère et d'autres, qui préparaient un mauvais coup, se sont fait pourchasser et son frère a été tué. Son frère de sang a été tué et abandonné aux chiens par la police et dans une longue agonie de 9 jours, enfin de délire, etc. Je vous passe Borges. Bon. Et évidemment, dans ces sociétés viriles, il y a très peu de femmes, hein, c'est des prostituées, enfin ce serait intéressant, mais bon, dans ces sociétés d'hommes à honneur, on se doit, on n'a pas le choix, hein, de contre-attaquer et de tuer celui qui a attenté à l'honneur du frère de sang, qui est un alter ego. Hein, qui est un alter ego. Et alors vous voyez se nouer d'entrée, après on pourra aller assez vite, la dissymétrie ou le quiproquo ou la belligérance implicite dans le texte, c'est que le narrateur, évidemment, il avance masqué. Ce criminel avait juré sur son honneur, donc on est sûr qu'il va aller jusqu'au bout, lui ou un autre.
Mais celui-ci, Mellenroth, ne s'était jamais laissé intimider. Mais quand on a affaire à un bandit d'honneur, être intimidé, ça n'a aucun sens. Il faut être précautionneux. Il ne s'agit pas d'avoir peur ou pas peur. On est dans un autre monde, si vous voulez. Donc déjà, il est cuit, si je puis dire. Il va au malheur. Si l'autre réussit son coup. Alors pourquoi l'autre va réussir son coup? Donc une affaire de sang, une affaire d'honneur, la mort du frère, un mauvais mort, qui est le double lui-même a été blessé. Il a vécu en partie la même agonie, mais il a pu s'en sortir. Donc il y a une espèce de parité, si vous voulez. Et lui, vivant, le frère, Scarlac, pardon, au fond, c'est la présence du mort. C'est le bras armé du mort. C'est le retour du mort. Je ne peux pas le démontrer, mais vraiment, c'est finement écrit, si vous voulez. Ils ont des expériences identiques, etc. Bon. D'ailleurs, son frère n'a pas de nom, enfin, etc., etc. C'est assez bien fait. Bon. Alors, comment s'y prend le commissaire? Comment s'y prend le commissaire? Extrait 2. Bon, il y a eu une erreur, enfin bref. Voici un rabbin mort. C'est dommage pour le rabbin. Je préférerais une explication purement rabbinique, dit Landraut, une explication culturelle, dit Landraut, aux imaginaires tribulations d'un imaginaire voleur. C'est le scénario. Bon. Le commissaire répliqua avec humeur: les explications rabbiniques ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la capture de l'homme qui poignarda cet inconnu. Point. Ce que je vous ai dit. Bon. Alors, Landraut, alias Dupin, alias le détective, alias le pur raisonneur. Landraut se croyait un pur raisonneur. C'est le premier extrait, c'est 3 lignes avant la fin. Un pur raisonneur. Vous voyez venir. Un pur raisonneur. Extrait numéro 3. Landraut s'absent de sourire. Brusquement, bibliophile ou hébraïste, il fit empaqueter les livres du mort, parce que Yarmolevski, c'est un spécialiste de la Kabbale, du rabbinisme, etc. C'est lui qui, par erreur, a été tué. Bon. Celui qui a fait erreur sera exécuté par les autres. Bon, bref. Alors, Landraut, le détective, le pur raisonneur, il va prendre sous le bras les livres des morts, et il va aller à la mort d'ailleurs. Brusquement, Landraut, bibliophile, du côté de l'écrit, du côté de la bibliothèque, du côté des archives, bon, fit empaqueter les livres des morts. Il a le livre du mort dans un paquet, dans un cercueil, dans un linceul. Bon, il part dans son appartement, dans sa chambre, dans son bureau, et il va vivre 90 jours à méditer sur ses livres, en tête à tête avec les livres du mort. Et il va complètement délaissé, indifférent à l'enquête de la police. Il s'est mis à les étudier. Bon. Extrait numéro 4, 3e ligne. Virtuellement, il avait déchiffré le problème. C'est toujours Landraut, l'enquêteur, le pur raisonneur, le pur esprit. Les pures circonstances, la réalité, les noms, les arrestations, les visages, les voies judiciaires et pénales l'intéressaient à peine maintenant. Poup. Il voulait se promener, il pensait avoir résolu le problème, il voulait se reposer de 3 mois d'enquête sédentrice. Lui, il est dans l'abstraction, dans la spéculation, il travaille sur le papier, il est dans un monde clos, solitaire, fermé, du côté du passé, du côté de l'écrit. Et l'écrit, là, vous voyez, il est coalescent à la mort. Bon. Et que va faire son ennemi juré, Red Scarlac, pour venger l'honneur de son frère abattu comme un chien? Lui, il ne va pas être dans le logos, il ne va pas être dans le logos, il va être dans la métisse. La métisse. Voilà un autre schème culturel. Le logos au sens où la raison éclairée, la raison écrite, etc. Il va être dans la métisse. Extrait 5. Je compris que vous conjecturiez, c'est Scarlac,
qui a attiré dans un guet-apens, qui a attiré dans un piège son enquêteur, qui va l'abattre. Je compris que vous conjecturiez que les Hassidim avaient sacrifié le rabbin. Je m'appliquais à justifier cette conjoncture. Autrement dit, Red Scarlack, dit le dandy, dit Gryphus, dit Ginsburg, etc. Bon, c'est un être protéiforme. C'est un Ulysse. C'est l'intelligence rusée. C'est la métisse. Alors, qu'est-ce que c'est que la métisse? Mais la métisse, c'est tutoyer le réel et pas réfléchir sur le papier. La métisse, c'est l'intelligence rusée, c'est-à-dire le savoir-faire, le sens pratique, l'efficacité pratique, l'habileté rusée, la débrouillardise, la vigilance, la préméditation. C'est renard. C'est renard. C'est renard qui fait le mort pour attraper le vivant. C'est renard qui est pourchassé par X chasseurs et X chiens, qui a tout contre lui et qui va retourner en sa faveur la situation. La métisse, c'est aller sur le terrain de l'autre pour mieux le vaincre. Si vous voulez, hein. C'est l'arme l'arme des faibles, ou l'arme des dominés. Donc c'est de la rouerie, c'est du mensonge, c'est du masque. C'est du piège, bien évidemment. C'est des tactiques obliques. C'est le kairos, c'est le sens de l'opportunité. C'est la provoquer ou la saisir. C'est la vigilance, etc. Donc c'est retourner contre les autres ses propres armes. C'est créer ou saisir les circonstances favorables. C'est aller sur le terrain de l'autre pour renverser les rapports de force. C'est travailler in situ. Oui, d'accord. J'ai 5 minutes 5, pas plus. 5, pas plus. Bon. Alors, la métisse a été un grand refoulé de la philosophie politique, religieuse et de la philosophie tout court occidentale. Il n'empêche, pour des raisons diverses, que ça ira bien. Que la métisse existe. C'est pas parce que c'est le savoir du peuple, le savoir de ceux qui sont réputés sans savoir, le savoir des animaux aussi. Hein. Dans ce bouquin, là, d'Étienne Vernon explique comment la philosophie occidentale idéaliste, les religions et les pouvoirs sont toujours méfiés des métisses, de la métisse versus la pensée pure, la pensée abstraite, la pensée maîtrisée, etc. Bon. Alors je finis. Exemple 6. J'ai tout prémédité, Éric Lönnrot, c'est à la fin, il a attiré dans le piège, pour vous attirer dans les solitudes de Triste le roi. Lönnrot évita les yeux de Scarlack. Lönnrot, il ne soutient pas le regard d'honneur, justement. Hein. Et alors, in fine, donc c'est une espèce de gigantomachie, là, je ne sais pas comment on disait au Moyen-Âge, entre le logos et la métisse, si vous voulez, qui sont incarnés par l'un et par l'autre, et c'est forcément la métisse qui est plus englobante que le logos qui va réussir dans l'histoire. Et in fine, c'est le chapitre, partie 6 et 7. Dans votre labyrinthe, il y a 3 lignes de trop. Là, c'est Lönnrot qui fait la leçon. Je connais un labyrinthe grec qui est une ligne unique droite. Sur cette ligne, tant de philosophes se sont égarés qu'un pur détective peut bien s'y perdre. Scarlack, quand dans un autre avatar me ferait la chasse, feignait ou commettait un crime en A, puis un second crime en B, à 8 km de A, puis un troisième crime. Il lui fait, c'est l'homme de la raison graphique. Hein, c'est très exactement l'homme de la raison graphique. Hein, la raison graphique sous-titrée la domestication de la pensée sauvage. Sauf qu'ici, c'est l'inverse, c'est la domestication de la pensée graphique par la pensée de la métisse. Hein, c'est très exactement ce retournement-là. Et le dernier retournement, l'écrit la mort, la vie, c'est l'intertexte que je vous propose. C'est l'intertexte de Stern, hein, puisque le dernier mot, c'est « le bandit recula de quelques pas, puis très soigneusement, il fit feu ». Point blanc, c'est fini, une espèce de mimodrame ou mimogramme de l'action. Alors, il m'a semblé plausible et possible de produire un des intertextes possibles de cette scénarisation humoristique de la raison graphique qui est dans Stern, où effectivement
qui connaissait beaucoup Borges, mais enfin, peu importe, où on a des A et des B, où on a un culte ironique ou une ironie en tout cas, une dérision de la ligne droite, la droite ligne des théologiens, la droite ligne des mathématiciens, la droite ligne des moralistes, etc. Et donc on a une sorte de mise en abîme là, de la déraison graphique, donc par la domestication, par sa domestication par la pensée sauvage, avec une sorte d'autocritique humoristique de l'ordre graphique ou de l'empire de la ligne, qui devient mortel, puisqu'à la fin, vous voyez, c'est une ligne et il est mort. Hein. Une dérision ironique, sans doute chez Borges, du scriptocentrisme, mais par l'écrit et dans l'écrit, qui est à la fois qui est aussi la lettre tue, mais la lettre fait, enfin ça, c'est le pharmacon, mais la lettre fait vivre, puisque au fond c'est par la lettre que on montre que le scriptocentrisme a ses limites. Il faut à la fois tuer la ligne et la ligne qui tue, etc. Merci. Ma montre est imprécise, hein, c'est le charme.